Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un classement des pires cracks boursiers des 100 dernières années. L'intérêt de faire ça, c'est que ça nous permet d'apprendre l'histoire boursière, l'histoire des marchés. Et certes, ce qui nous intéresse, ce serait plus le futur, mais le meilleur élément qu'on a pour imaginer à quoi pourrait ressembler le futur, ça reste l'histoire et donc le passé. Pour ça d'ailleurs qu'on dit que l'histoire se répète pas, mais elle rime dans le sens où c'est des motifs qui ont tendance à souvent se répéter. Et juste avant de démarrer, si vous cliquez sur le premier lien qui est en description ou en premier commentaire épinglé, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, les 7 lois de l'investisseur, dans lequel je présente 7 principes fondamentaux qu'il faut absolument connaître pour investir sérieusement, sans faire de bêtises. Et commençons par le crack de 2020, donc mars 2020, donc au moment du Covid, où il y a eu les confinements et l'interdiction de voyager dans la plupart des pays. Donc c'était une baisse de moins 35%, une baisse de 35% qui s'est faite entre fin février 2020 et fin mars 2020. Au pic ici, le PER, le S&P 500 était à un PER de 23, donc à 23 fois les bénéfices, ce qui est au-dessus des moyennes, donc ça a joué sur l'ampleur de la baisse forcément. Et donc où est-ce que je vais le mettre par rapport à ce qui arrive après, je pense que sa place est plutôt en C, je dirais. Donc mars 2020, je le mets en C. Ensuite, on passe à 1937. 1937 qui est très peu connu pour le coup, j'entends personne en parler en fait. Parce que je pense que 1937 est un peu dans l'ombre de 1929. Donc on va regarder au niveau du graphique. Alors hop, on remonte dans le passé, et on est... Voilà. Donc 1937, donc on a ici 1929, le point bas en 1932, ensuite un marché haussier de 1932 à 1937. Et là, si je prends de 1937 au plus bas là, de 1942, c'est un moins 60%. C'est quand même assez violent quand on pense que le Covid, je rappelle, là c'était moins 35%. Aujourd'hui, ça donnerait un S&P 500 qui passerait de 5800 à quelque chose comme 2000 et quelques. Au pic ici en 1937, le PER du marché était à 21. Donc encore une fois, au-dessus des moyennes, surtout à l'époque d'ailleurs, où il n'y avait pas encore eu la bulle internet, où on a atteint les 35 pour la première fois par exemple. Et la cause de ce crack, c'est qu'en 1929, il y a eu donc la Grande Dépression, puis un début de reprise économique. Et en 1937, ils ont commencé à augmenter les taux et à vouloir réduire le déficit, ce qui veut dire soit augmenter les impôts, soit réduire les dépenses publiques. Sauf qu'ils l'ont fait trop tôt, alors que l'économie était encore trop fragile, et donc l'économie est repartie en récession, et ça a emporté le marché boursier avec. Donc pour un joli moins 60% quand même sur 5 ans. Le plus bas, entre le plus haut et le plus bas, 5 ans. Donc où est-ce que je vais mettre 1937? Déjà au-dessus de 2020, puisque 2020 c'était qu'un 35%, et puis c'était très rapide, donc la souffrance était brève. Là c'était quand même 5 ans de souffrance. Donc j'hésite entre A et B. Je vais la mettre quand même je la mets en A quand même, parce que moins 60% c'est rare. Pour l'instant, je la mets en A. Alors ensuite, on a 2000. Donc 2000, la bulle Internet. Donc là, pour le coup, la cause principale, voire même unique, c'est un excès au niveau des valorisations, donc un excès de spéculation. Les actions étaient beaucoup trop chères. Et ce qui n'était pas le cas en 1937 et en 2020. Donc les cracks ne viennent pas toujours suite à une bulle. Mais en 2000, c'était le cas. Et donc, la baisse a été de 50% entre septembre 2000 et juillet 2002, quoi. Ou dans le plus bas, plutôt octobre 2002. Donc ça a duré 2 ans, et là au sommet, en 2000, le S&P 500 était à 35 fois les bénéfices. C'était vraiment à ce moment-là du jamais vu. Ensuite, ça a été battu en fin 2021, où on a atteint les 40. Et on est revenu, donc en 2002, on était au même prix qu'en 97. Donc comme quoi, quand on est dans des situations de surévaluation qui sont évidentes, faut pas avoir peur de rater. Par exemple, là, imaginez quelqu'un qui, par ici, était un petit peu frileux pour investir. Il pouvait avoir la sensation qu'il était en train de rater quelque chose et qu'il voyait que tout le monde autour de lui était en train de devenir riche. Mais s'il avait les bonnes connaissances, la bonne expérience, il y en a plein qui se sont dit qu'à ce moment-là, il fallait faire attention. Et au final, en 2002, tu retournais au prix de 97, et donc il n'y avait pas de raison de se précipiter pendant cette période-là. Par contre, c'est sûr que ça demande de la patience et une bonne stabilité émotionnelle, un bon contrôle de ses émotions. Mais ça, de toute façon, si on veut investir en bourse, c'est des compétences qu'on doit, et même des traits de personnalité qu'on doit absolument développer dans tous les cas.
C'est peut-être même le plus important, donc où est-ce qu'on va mettre 2000? Donc moins 50% en 2 ans. Pour moi, ça se situe entre les deux, moins pire que 1937, où c'était quand même moins 60% sur 5 ans. C'était quand même une longue agonie, mais bien pire que 2020, donc je vais le mettre en B. Ensuite, on a 1974, avec un mélange de choc pétrolier, d'inflation et de récession, donc un bon cocktail. Alors on va regarder, donc revenons dans le passé. Alors c'est ici, alors on voit que c'était une période assez mouvementée quand même, il y a eu 66 en 1966, il y a eu quand même, c'était combien ça? Un moins 23%. Ensuite, ici, un moins 33% aussi entre 68 et 70. Et ensuite, celui dont on va parler le plus important, de 73 à 75, c'est un moins 50%. Encore une fois, donc un peu comme 2000. Et là, ce qui est particulier, c'est que c'est à la fois aussi une question de surévaluation et en même temps pas vraiment. Parce que le S&P 500 dans son ensemble a atteint seulement les 19 fois les bénéfices. Donc ce qui est alors un peu au-dessus de la moyenne historique, mais voilà, ça va. Par contre, c'était l'époque de ce qu'on appelle les Nifty 50, donc un groupe d'actions stars de l'époque, qui, elles, pour le coup, si on prend la moyenne des Nifty 50, on était à 42 fois les bénéfices, et donc c'était les McDonald's et tout ça, j'en avais parlé dans une vidéo où je parlais de Howard Marks il y a quelques mois maintenant. Et donc les valorisations de ces entreprises-là se sont effondrées, et il a fallu attendre entre 10 et 20 ans pour revenir en positif sur ce groupe d'actions-là. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est que du coup, ça a aussi emporté dans la chute les autres actions qui, elles, n'étaient même pas surévaluées. Et donc, ça doit être pour ça que Warren Buffett, dans une interview que j'avais regardée l'autre jour, disait que, en fait, 1974, c'était encore pire, ou encore mieux, c'est dépend comment on se place, encore mieux pour lui, que 2008, parce qu'en fait, tu pouvais trouver des entreprises à des niveaux de valorisation qui étaient extrêmement faibles, et donc à des niveaux plus faibles que ce qu'on a pu trouver pendant la crise de 2008. Et d'ailleurs, c'est suite à ça, vers 1976 par exemple, qu'il a fait ses meilleures années avec des années à plus 100%, ou ce genre de performance-là, quoi. Donc au final, un moins 50% en 2 ans, je pense que c'est équivalent, on peut dire que c'est à peu près équivalent à 2000. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont vécu, alors peut-être pas 1937, ça commence à faire un peu loin, mais qui ont vécu ces différents... moi, j'étais même pas là encore en 2020, enfin, j'avais pas commencé à investir, qui ont vécu 74, 2000, 2020, si vous avez un petit retour d'expérience à mettre en commentaire, ça peut être intéressant. Ensuite, on passe à 2008, donc 2008, la crise financière, où là, on a eu... Alors, hop, on revient dans le futur. Donc, 2008, c'était un moins 50, presque moins 60%, si je prends bien le plus haut et le plus bas. Ouais, moins 57, 58%. Et là, je me dis que c'était quand même pas de bol pour les investisseurs en bourse de l'époque, parce que tu avais 2000, donc avec des niveaux de valorisation très très élevés, donc une bulle. Ensuite, ça corrige, on revient à des niveaux qui sont pas très chers. Ça commence à remonter, et paf, nouvel effondrement, mais cette fois-ci pas dû à une bulle. Donc ça fait un peu penser à 1929 suivi de 1937, où en 1937, c'est reparti à la baisse, mais pour des raisons externes à des sujets de valorisation. Et en plus, l'ampleur a été encore plus grande que sur la période 2000-2002. Donc ça a duré 500 jours, donc quoi, 1 an et demi. 1 an et demi pour moins 57%, et on est tombé encore plus bas qu'en 2002. Ce qui veut dire d'ailleurs, j'avais même pas réalisé, je viens seulement de le réaliser pour la première fois, qu'en mars 2009, on était au même prix qu'en septembre 96. Donc on est revenu 13 ans en arrière à ce moment-là, ce qui est complètement fou. Et par contre, je dis que c'était pas de bol, mais pour ceux qui à ce moment-là ont eu le courage d'investir, c'était la meilleure opportunité d'investissement qu'on ait eu depuis maintenant un paquet de décennies. Mais comme quoi, investir inconsciemment à des niveaux de valorisation ultra élevés, ça peut vraiment mettre dans le pétrin pendant longtemps. Parce que par contre, les personnes qui ont beaucoup plus investi dans la période 2002-2003, bah eux, ça s'est bien passé pour eux, hein. Après, ils étaient en plus-value sur 2003, 4, 5, 6, 7. Ensuite, ils ont eu une mauvaise année, mais voilà, dès 2009, ils étaient déjà revenus dans le vert. Donc, bref, où est-ce que je vais mettre 2008? Donc, j'ai déjà oublié combien j'ai dit. Hop, j'ai dit 58% en 1 an et demi. Et bien, j'estime que ça arrive à peu près au niveau de 1937. Hein, je pense que ouais, c'est pire que 2000, c'est à peu près... ça semble similaire à 1937. Donc ensuite, on passe à 1987. Alors 1987, je ne connaissais pas la cause précise de ce crack. Donc je vous lis l'explication que j'ai trouvée. Alors contrairement à d'autres cracks, c'était pas lié à une récession, ni à une crise bancaire, ni à une bulle technologique.
Donc les causes principales, vente automatisée par ordinateur, donc qu'ils appelaient Portfolio Insurance. Les institutions utilisaient une stratégie appelée Portfolio Insurance. Quand le marché baisse, elles vendent automatiquement des actions ou des futurs pour limiter les pertes. Sauf que quand tout le monde vend en même temps, ça fait baisser les cours encore plus vite, ce qui déclenche encore plus de ventes automatiques. Donc un cercle vicieux, et ce mécanisme n'avait jamais été testé à grande échelle. Donc en 1987, c'était nouveau, et donc voilà la conséquence. Il y avait aussi des valorisations qui étaient considérées élevées. Donc là, quand je dis que c'est important d'apprendre de l'histoire, à l'époque, le PER du S&P 500 était vers 21-22, ce qui était considéré comme cher. Et en ce moment, je suis d'ailleurs en train en plus de relire One Up on Wall Street de Peter Lynch, qui, donc lui, il a fait surtout sa carrière vers fin 70 et toutes les années 80 et début 90. Donc il a connu, justement, il était en plein dans ce crack de 87. Et justement, lui, il dit, donc dans son livre qui a été écrit début 90, donc il n'a pas... Enfin, en tout cas pendant les années 90, donc il n'a pas les informations, il n'y avait pas les informations d'aujourd'hui. Il disait que le marché était vraiment cher à cette époque-là, sauf que c'était 22 fois les bénéfices. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est à 28. Donc voilà, moi ça me conforte quand même dans mon idée qu'il faut être prudent aujourd'hui et vraiment faire gaffe à pas se faire emporter dans les hypes et à faire très attention aux valorisations des actions qu'on achète en ce moment, quoi. Et donc je finis de vous lire l'explication, donc pas une bulle mais une valorisation exigeante, et il y a eu une hausse des taux d'intérêt à 10 ans. Ok, donc alors 1987, hop, et je crois que d'ailleurs c'était la journée, donc le lundi noir, le Black Monday. C'était le journée de plus forte baisse encore aujourd'hui de l'histoire du SP500. Et c'était, donc je prends du plus haut au plus bas, c'est du moins 35%, sauf que ça a été très rapide, de août 87 à octobre 87, avec quand même le plus gros qui s'est fait juste sur le mois d'octobre. Donc ça fait penser à 2020, parce que c'était une baisse très brève, qui a duré en gros 1 ou 2 mois, et de 35%, donc pile comme 2020. Et donc, pour ces raisons, je vais mettre 87 au même niveau que 2020, donc en C. Et on voit que c'était quand même bien moins important que 2000, 74, 37, 2008, que ce soit au niveau de la durée de la baisse et de l'ampleur de la baisse. Donc maintenant, passons à 1929. Alors 1929, hop, on revient dans le passé. Donc nous voilà en 1929. Donc 1929 ici. Et bah à côté de 1929, 1937, ça paraît rien du tout. Donc c'était une baisse en tout de 86%, ce qui paraît inimaginable. Mais pourtant c'est arrivé. Alors c'est arrivé une seule fois, donc justement c'est là que c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé par le passé. Ça permet d'avoir une idée de la fréquence des événements. C'est-à-dire que voilà, par exemple aujourd'hui quelqu'un qui se dirait j'attends un nouveau 1929, ça paraît pas être une très sage décision, puisque la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 100 ans. Donc voilà, la probabilité, c'est le genre d'événement qui arrive tellement rarement que c'est pas le genre d'événement qu'il faut attendre, quoi. Mais en même temps, savoir que ça existe. Et cette fois-ci, la cause, c'était comme en 2000, donc c'était une bulle spéculative qui a eu lieu dans les années 1920, de 1921 à 1929. Et donc le point bas était atteint en 1932, donc ça a duré précisément de septembre 1929 à juillet 1932, donc ça a duré on va dire 3 ans, et à ce moment-là en juin 1932, on est revenu au prix de 1898, donc on est revenu 34 ans en arrière, 34 ans en arrière. Et au pic de 1929, le PER, donc le S&P 500, était à 32,6 fois, donc au plus haut, à 32,6 fois les bénéfices. Donc je rappelle, pour remettre en perspective, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est à 28. Alors je pense pas que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse d'une telle ampleur, puisque même si c'est dangereux de dire cette fois c'est différent, je pense quand même qu'on peut raisonnablement dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont différentes depuis 1932. Surtout dans le sens où aujourd'hui les entreprises ont beaucoup moins besoin de capital, quoi. Ont des besoins en capitaux qui sont beaucoup plus faibles. Ils ont des marges qui sont plus élevées, des coûts de réplication qui souvent sont nuls parce que c'est du software. Donc voilà, je considère pas qu'un 32 fois les bénéfices de 1929 ce soit équivalent à un 32 fois les bénéfices de 2025. Mais quand même, ça montre clairement que c'est élevé, on l'a vu là plusieurs fois dans l'histoire. Et donc qu'il faut faire vraiment attention et surtout ne pas être en excès de confiance, ne pas se laisser emporter dans les hypes, ne pas se dire que la bourse ça ne fait que monter, parce qu'à long terme, à très long terme, oui, mais il faut quand même être prêt psychologiquement, parfois, si on a été un petit peu inconscient,
à se prendre un paquet d'années de mauvaises performances, ce qui est assez désagréable et ce qui peut être évité surtout si on fait vraiment attention et qu'on apprend à bien faire et qu'on fait très attention aux valorisations de ce qu'on achète. Je répète tout le temps, mais c'est vraiment important de rappeler l'importance de la valorisation dans les périodes qui sont très optimistes comme ce qu'on a en ce moment, quoi. Et c'était encore pire hein, en 1929. Donc 1929, donc c'est du moins 86% sur combien? Sur 3 ans. Donc je pense que 1929 mérite sa place en S, puisque 2008 et 1937 on était à moins 60%. Donc 1929 c'est vraiment le pire crack qu'il y a eu dans l'histoire. Et puis en dernier on a 2025, donc là vous devez vous dire en 2025 il n'y a pas eu de crack, et en effet il n'y a pas eu de crack, mais il y a quand même eu une baisse on va dire non négligeable en avril, et comme c'est un événement très récent, je voulais l'inclure dans le classement justement pour permettre de comparer, pour voir un petit peu au niveau des ordres de grandeur, comment est-ce que ça se compare au plus gros crack qu'on a eu dans l'histoire. Donc 2025, hop, on revient dans le présent. Alors 2025, c'était un moins 21 je crois. Ouais c'est ça, ça a été un moins 21%, qui a été assez rapide. Ça a duré de février à avril, ouais, un peu moins de... On va dire que ça a duré 2 mois. 2 mois pour moins 21%. Et donc on voit qu'en fait c'était pas grand chose et qu'on est loin de l'ampleur des autres baisses qu'on a là. Donc 2025 ça va aller en D. Donc puisque 2025 on a eu un moins 21%, 2020 et 1987 on a eu des moins 35%. 2000 et 1974, on a eu moins 50%. 1937 et 2008, on a eu moins 60%. Et 1929, en numéro 1, on a eu moins 86%. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Déjà, on peut apprendre que 2025, donc l'événement le plus récent, c'était pas grand-chose. Ensuite, on peut aussi apprendre qu'il y a une partie des cracks qui sont relativement faciles à éviter. Là, je parle des cracks basés sur des niveaux des niveaux de valorisation qui sont beaucoup trop élevés, donc qui font suite à une bulle. Donc là, je parle de 1929 et de 2000. Et quand je dis les éviter, je parle pas d'essayer de vendre juste avant la baisse et en espérant échapper à toute la baisse. Je parle plutôt de... parce que c'est dur à timer en fait, on aurait pu vendre beaucoup trop tôt. Et je parle plutôt de se le prendre moins violemment que les autres, et donc de moins le subir que les autres, en faisant simplement attention aux valorisations à la fois du marché, parce que ça compte quand même, puisque le marché est composé d'actions, et en regardant aussi les actions individuellement, et donc en faisant très attention à dans quoi on investit dans cette période-là, et quitte même parfois à sous-investir pendant certaines périodes, si on trouve que les valorisations ne font aucun sens. Et la troisième leçon qu'on peut noter, c'est qu'au contraire, il y a aussi une partie des cracks qu'on verra pas du tout venir, et donc dans tous les cas, on va se les prendre de plein fouet. Là, je pense par exemple à 1937, où c'était la cause, c'était des choix politiques et économiques. 2008, voilà, pareil, c'était pas lié à des valorisations. 74, pour le coup, c'était un peu un mélange. 87, pareil, tu pouvais pas du tout le voir venir. 2020, le Covid, complètement imprévisible aussi. Et donc cela, faut accepter que c'est des événements qui vont arriver à un moment donné, et que la seule chose qu'on peut faire, et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'en profiter au maximum au moment où c'est vraiment la panique, où les valorisations sont devenues basses, à cause de cette baisse de prix, puisque c'est justement ces moments-là qui sont les meilleurs pour investir, et qui pourtant paraissent être les plus risqués, alors qu'en réalité c'est les moins risqués. Et puis de toute façon la bourse c'est toujours quand il y a le plus de peur et le plus de panique que c'est le moins risqué. Et puis pour recevoir par email mon guide gratuit, les 7 lois de l'investisseur, vous avez le lien qui s'affiche en description, et en premier commentaire épinglé, et sur le bouton en plein milieu de l'écran. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!